Parce que, donc, selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive. Vous voyez donc l'intérêt pour l'entreprise de manière productive, c'est quelque part intéressant. On voit toujours que les gens qui ne vont pas bien, forcément, sont pas forcément très productifs. Et on sait toujours que c'est un axe important d'entreprise d'être productive. Alors effectivement, nous, ce n'est pas notre axe principal parce que la santé, ça reste déjà avant tout quelque chose de fondamental. Mais en tout cas, l'OMS précise ça et être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. C'est pour ça que la formation en santé mentale, c'est ce qu'on appelle aussi une formation citoyenne qui n'est pas forcément liée qu'à une formation à faire en entreprise. C'est une formation qui peut être faite au quotidien pour chacune des personnes parce que globalement, et vous le verrez tout à l'heure, que la santé mentale, ça touche quand même un certain nombre assez important de la population. Vous voyez, un Européen sur 4 touché par un trouble psychique dans sa vie, une personne sur 10 a vécu un épisode dépressif dans la vie. Ça s'est renforcé forcément avec le Covid. Et la question c'est, et si vous deveniez secouriste en santé mentale, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assez sympa. Donc, je vous disais récemment, les assises de la santé mentale ont lieu le 27 et le 28 septembre 2021. Et Emmanuel Macron a décidé, au travers de ça, de renforcer cette politique au travers de la santé mentale. Donc, amplification du déploiement, avec des objectifs bien précis, c'est-à-dire former 60 000 secouristes en 2023 et 150 000 en 2025. Aujourd'hui, pour cette politique de santé mentale, vous pouvez aussi bénéficier de certaines mesures, notamment d'accompagnement, donc au travers du FNE, au travers des OPCO. C'est des formations qui peuvent être financées, qui peuvent être intéressantes. Donc, encore une fois, une politique qui est liée aussi à l'urgence psychiatrique, quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Moi, j'ai passé mon week-end à Paris, et des gens qui étaient dans des phases psychotiques, j'en ai vu quelques-unes, enfin quelques personnes, alors forcément dans la rue, mais pas que. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Et l'idée, c'est de savoir comment nous, citoyens, on peut faire un petit geste au travers de la santé mentale pour accompagner ces personnes en difficulté. Je vais laisser la parole à Vinet. Alors, je vais reprendre le micro, vous l'avez déjà assez entendu. Alors, donc en fait, la formation PSSM, déjà, c'est à savoir que c'est une formation qui se déroule sur 2 jours. L'objectif de ça, quand on parle de premier secours en santé mentale, c'est pas de faire de vous des psychologues, que de vous apporter les connaissances que eux vont avoir sur 5 ans d'études, etc. L'objectif, c'est simplement déjà d'apprendre à déstigmatiser et à déjà avoir un peu plus de notions par rapport à tout ce qui peut être trouble psychique, etc. Donc l'idée, ça va être déjà de s'interroger sur la présence d'un trouble, à apprendre à approcher les personnes, parce que c'est souvent une crainte qu'on peut avoir quand on sait qu'on a quelqu'un de notre entourage qui serait en souffrance. Et l'idée, ça va être d'évaluer les difficultés qu'elle pourrait rencontrer, et apprendre à réconforter aussi. Puisque c'est quelque chose qui est... on a globalement à peu près tous ici, je pense, connu quelqu'un qui était en phase de souffrance, ne serait-ce que légère. Et c'est compliqué pour nous d'appréhender comment je peux lui parler. Qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Et donc c'est l'une des bases qui est pour moi les plus importantes dans cette formation, c'est déjà d'apprendre cette partie-là. Et après, l'idée, c'est aussi de savoir quels sont les professionnels qui peuvent nous aider dans cette démarche. Parce qu'on pense toujours, voilà, si on présente des troubles psychiques, il y a que les psychologues, etc. C'est pas une fin en soi. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres dispositifs qui sont présents qui peuvent nous aider pour aller vers le rétablissement. Donc dans cette formation, en fait, il y a un petit manuel qui est juste là, en fait, qui est remis à chaque stagiaire, et en fait, qui vous permet d'être le fil conducteur sur toute la formation. Et forcément, le manuel, vous le gardez une fois la formation terminée. Et l'idée, en fait, c'est déjà d'avoir toutes les bases de la formation avec des moyens supplémentaires qu'on n'aurait pas forcément le temps d'aborder sur 2 jours. Donc sur tous les professionnels, sur toutes les ressources alternatives qui peuvent exister, etc. C'est pour le coup une très bonne arme. Tu vas pas m'avoir. Mais c'était bien tenté. Donc oui, par rapport à ça, on est tous capables d'agir. Il n'y a pas besoin d'être psychologue ou
ou toute autre profession de santé pour pouvoir aider quelqu'un qui présenterait des troubles psy. Donc l'idée c'est déjà de comprendre les troubles psy, de déstigmatiser surtout, c'est une phase très importante de la formation, et forcément après d'appliquer pour apprendre à aider. Donc au travers de cette formation, l'idée c'est de mieux repérer les troubles, d'apprendre à adopter un comportement adapté face à une personne qui serait en situation de crise, agir face à une personne qui présenterait des symptômes ou un début de trouble que vous distingueriez. Savoir informer aussi sur les méthodes qui mènent au rétablissement, ça je vous l'ai déjà un petit peu évoqué. Donc le programme de la formation, donc de quoi on va parler pendant cette formation, c'est de troubles psychiques de manière générale. Donc déjà je vais vous définir ce que c'est qu'un trouble psychique selon le PSSM du coup. Donc c'est une pathologie qui peut être diagnostiquée. Donc diagnostiquer c'est vraiment un mot important par rapport à ça. C'est pas votre raisonnement, votre jugement de valeur qui doit faire foi de diagnostic. Diagnostic c'est fait par un professionnel systématiquement. Donc qui affecte le raisonnement, l'état émotionnel et le comportement. Donc comme disait monsieur tout à l'heure, c'était très juste. Et celui-ci il va durer dans le temps à acquérir la capacité du coup à travailler et effectuer d'autres activités. Donc d'autres activités, forcément, même si on est mal à cause de son travail ou si on ressent un mal-être à cause de ça, ça va forcément empiéter sur notre vie privée, sur nos activités, sur notre vie de famille. Donc dans les troubles psychiques, on va voir pendant ces 2 jours du coup donc la dépression, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés à l'utilisation de substances. Donc peu importe que ce soit l'alcool, n'importe quelle drogue ou éventuellement des médicaments. Et par rapport à tous ces troubles psychiques, en fait, on va déjà voir les signes, les symptômes, histoire que vous puissiez comprendre en fait en quoi consistent ces fameux troubles psychiques précisément. Et par rapport à ça, on va mettre en place ce qu'on appelle le plan d'action PSSM, donc globalement le plan d'action du secouriste. Donc, par rapport à ça, on va déjà aborder quelques chiffres. Donc, vous en avez déjà entendu quelques-uns tout à l'heure. À savoir qu'à l'heure actuelle, les troubles psychiques sont la 2e cause de mortalité chez les adolescents jusqu'à 25 ans. D'après vous, quelle pourrait être la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge? Alors ça, pour le coup, c'est lié vraiment aux troubles psy. Alors c'est les accidents de la route. Tout à l'heure, mon père, vous disiez qu'une personne sur 4 souffre de troubles, qui aurait pu avoir des troubles anxieux. Depuis la fin du Covid, depuis le déconfinement, etc., on a 1 sur 3. Et après, tout ça, c'est que pour les personnes qui seraient diagnostiquées. On ne compte pas les personnes qui sont en souffrance, qui restent à la maison, qui en parlent à personne, etc. Donc on serait facilement à 1 sur 2. Et donc depuis la pandémie, du coup, c'est une augmentation de 25% d'anxiété et de dépression. Et puis là, on revient sur l'univers de l'entreprise, donc je vais te laisser la parole. Donc 49% des salariés font face actuellement à une difficulté. Alors c'est clair qu'on l'a vu pendant le Covid, le télétravail, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Des fois, ça peut être une source d'apaisement parce qu'on n'est pas confronté au temps passé sur la route. Mais c'est aussi une façon d'être, pour certains, isolé, d'être confiné avec quelque part une situation où le manque de soutien social est assez évident. Donc 49% des Français font face actuellement à une difficulté. C'est quand même pas neutre, hein. 86% des salariés déclarent que leur motivation et leur fidélité à l'entreprise seraient renforcées si elles mettaient en place des actions concrètes pour favoriser le bien-être au travail. Alors le bien-être au travail, c'est peut-être aussi un mot qui est un peu galvaudé, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce bien-être au travail. Mais effectivement, beaucoup d'entreprises, et j'espère que pas les vôtres, sont confrontées à des gros turnovers et aujourd'hui à une désertion des salariés parce que les jeunes générations sont aussi assez attentifs au bien-être au travail. Le salaire, c'est une chose, mais il y a tout un contexte qui nécessite aussi d'avoir un contexte d'entreprise favorable et il faut forcément y faire attention. Donc la motivation des salariés, 86% des salariés, c'est quand même pas neutre. Donc c'est peut-être aussi un axe sur lequel on peut travailler sur cette situation de bien-être au travail. Donc 90% des salariés du privé considèrent que leur employeur est responsable de leur santé et de leur bien-être mental. Je pense que la loi en parle aussi.
Et pourtant, seulement 7% d'entre eux osent en parler à leurs supérieurs et responsables des ressources humaines de leurs difficultés psychologiques. Ouais, parce que forcément, c'est considéré comme un aveu de faiblesse, et c'est pas forcément facile d'être faible au travail aujourd'hui, dans un contexte économique qui est un peu particulier, parce que aussi les RH, parce qu'aussi les acteurs de prévention sont pas forcément formés par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez pu vivre peut-être des situations face à des salariés qui pourraient être quelque part victimes d'addiction ou d'anxiété ou de crise psychotique, ou même ne serait-ce qu'une dépression. Ce n'est pas forcément facile d'aller vers eux, et d'autant plus dans le monde du travail. Forcément, c'est quelque chose qui nécessite quelque part une prise en compte, un accompagnement, et aussi de pouvoir peut-être un peu avoir peut-être de l'empathie ou de l'écoute, ou savoir en tout cas quelque part déceler ce genre de choses, ou en tout cas d'avoir une politique de prévention, parce que nous on est là aussi pour parler de prévention. Donc, alors la formation P2SM France est-elle adaptée à mon entreprise? Est-ce que vous considérez que cette formation pourrait être utile dans votre entreprise? Question. Dans toutes les entreprises? Ouais, parce qu'il y a des petites entreprises où il y a 2 personnes, où globalement on se dit pourquoi pas. Mais je pense qu'effectivement, je vais faire un petit tour de table. Patrice, ouais, c'est pas facile d'avoir un gros ego, et puis je sais ce que c'est. Didier, toi qui fais partie un peu du monde de la RH, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette formation? Les élus du CSE, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous prends un petit peu à partie, hein, mais on m'a dit qu'il fallait que je donne la parole dans le public, donc je le fais. J'ai bien entendu. Alors là, c'est moi le risque. Non, mais effectivement, c'est un enjeu. Alors, justement, par rapport aux acteurs de prévention, et j'y viendrai après, parce qu'on parle souvent de risque psychosocial, mais on ne sait pas forcément ce qu'on met derrière les risques psychosociaux. Est-ce que quelqu'un serait aussi en capacité de se dire c'est quoi les risques psychosociaux? Moi, j'entends souvent parler du burn-out comme une maladie professionnelle. Et forcément, il y a un grand mélange, parce que aussi la presse ou quelque part les médias nous font penser à certaines choses, et des fois, on est un petit peu à côté. Donc c'est pour ça que j'avais aussi ce matin aussi envie de parler des risques psychosociaux et comprendre le cheminement entre les RPS et justement la santé mentale au travail. Donc, d'abord, est-ce que vous connaissez les obligations de l'employeur en termes de prévention? Je suppose que oui. Ça vous parle? Non? Non? Non, ça vous parle pas? Bon, alors, je vais vous les expliquer. Donc il y a un principe, il y a une loi fondamentale. Moi, quand je fais de la formation, notamment au niveau des CSE et même au niveau des dirigeants, le premier principe que je rappelle, pour moi le plus important, c'est l'article L4121-1 du Code du travail. Je vois derrière, il y en a qui sourient et se disent « Ah, celui-là, je le connais bien ». C'est l'employeur a obligation de protéger la santé physique et mentale par des moyens renforcés. Il y a quelque temps, c'était par une obligation de résultat. Donc avec le jugement d'Air France en 2015, on est passé d'une obligation de résultat à une obligation de moyens renforcés. Mais globalement, c'est assez ténu en termes de différence. Ça veut dire que vous devez tout mettre en œuvre, les moyens, mais les moyens financiers, pour faire en sorte que derrière, la santé physique et la santé mentale soient garanties dans l'entreprise. Donc article L41-21-1 du Code du travail. Pour moi, c'est l'article où dans toutes les entreprises, cet article-là, on doit l'avoir en tête. C'est de cet article que décline le document unique, c'est 41-21-3, et entre deux, on a 41-21-2 en appliquant les 9 principes généraux de prévention. J'aime bien insister sur ces 2 articles-là, et des fois en formation, j'arrive à faire 4 heures sur cette diapo. Je vais essayer d'être un peu plus rapide, mais surtout pour vous parler des 9 principes généraux de prévention. C'est fondamental
Si vous voulez parler de santé au travail, si vous voulez parler de sécurité, si vous voulez parler de bien-être, d'avoir en tête ces 9 principes généraux de prévention. Et c'est pour ça que j'insiste, moi, sur la prévention et pas la sécurité, parce que quand on met en œuvre des principes de sécurité, souvent, on met en place des EPI. Voilà. Et ça, on fait de la sécurité, on met des EPI, on met un casque, on met des chaussures, et on a oublié les 7 principes qui sont là avant. Éviter le risque, l'évaluer, document unique d'évaluation des risques, combattre le risque à la source, faire en sorte que les gens ne souffrent pas, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire des fois que dans une organisation ou que dans des problèmes techniques pourraient faire en sorte qu'on puisse se blesser physiquement ou mentalement. Adapter le travail à l'homme. Non, adapter le travail à l'homme, ce n'est pas forcément que se dire tiens, le bureau il est trop haut ou il est trop bas. Ça veut dire qu'on va travailler sur l'organisation du travail, essayer de comprendre les impacts d'une organisation sur la santé, tenir compte des évolutions techniques, substituer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention. Pour moi, dans planifier la prévention, cet axe-là, il est fondamental. Ça veut dire que, ok, on va se dire là, dans un an, on va peut-être remettre en place du document unique, mais c'est surtout pouvoir discuter des choses. Pouvoir discuter de ce qu'on va mettre en place avec les équipes. Parce que quelque part, on se rate si on veut mettre en place des changements d'organisation ou des changements techniques, si on n'en a pas discuté avec les principaux intéressés, c'est vos salariés. Et des fois, on ne sera pas forcément d'accord. Et c'est des fois un peu compliqué. On a les dogmes du Code du travail. Je connais bien mon ami Ludo qui va me dire je suis toujours en train de le taquiner sur on ne monte pas sur une échelle quand on travaille, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Et à un moment, il faut pouvoir arbitrer ce genre de choses et pouvoir en discuter. Ça veut dire que globalement, la prévention et la sécurité et la santé mentale, c'est aussi une histoire de discussion. Parce que les mots MOTS qu'on ne va pas exprimer vont se transformer en mots MAUX. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir planifier ça. Donner la priorité aux mesures de protection collective. Et à la fin, le 9e principe de prévention, c'est le dernier, mais ce n'est pas anodin, c'est donner les instructions appropriées aux salariés et former les salariés. Donc c'est pour ça qu'aussi, dans cette prévention de la santé mentale, former les salariés au premier secours en santé mentale, ça a du sens. C'est même une logique même, c'est-à-dire on est tous dans les entreprises formés, enfin en tout cas un certain nombre sont formés pour être formés sur la prévention des accidents du travail au travers des secouristes du travail. La santé mentale, ça va être le continuum. C'est forcément, on va passer de l'un à l'autre et vous allez voir que ça va devenir dans les années suivantes une obligation, mais il ne faut pas attendre que ce soit une obligation pour le faire. Je pense que c'est une logique citoyenne et une logique de prévention. Alors, les risques psychosociaux, parce qu'on parle bien des facteurs de risque, dans les risques psychosociaux, il y a 6 facteurs de risque. Et on ne parle pas là de santé mentale, on parle de facteurs de risque. Le froid qui va donner la grippe. Donc dans les facteurs de risque, on va parler de l'intensité du travail. C'est le premier facteur de risque. On peut avoir beaucoup de boulot, quand tout le reste va bien, on se dira globalement, ce n'est pas un souci en soi. Dans les facteurs de risque, on va parler de la surcharge de travail, on va parler d'existence d'objectifs irréalistes, parce qu'on a tous de plus en plus d'objectifs. On va aussi parler des interruptions fréquentes. Cette surcharge de travail, forcément, elle n'est pas neutre, parce que la charge mentale, c'est quelque chose qui va être important. Exigence émotionnelle, tension avec le public, contact avec les personnes en souffrance et la détresse humaine. Et là, on n'est pas en train de parler des gens qui ne vont pas bien, on est en train de parler des gens qui vont bien et qui seront confrontés justement à des situations face à des salariés qui seront en souffrance, soit parce que des problèmes d'addiction, soit parce qu'une dépression, soit parce que des angoisses. Et forcément, c'est compliqué de partager son bureau avec quelqu'un qui ne va pas bien pendant 8 heures et avec qui on n'est pas forcément en situation de pouvoir échanger facilement. Je vois des sourires et je me dis, tiens, ça doit rappeler des choses à certaines personnes. Manque d'autonomie. Manque d'autonomie, c'est l'un des 3e facteurs de risque. Manque d'autonomie, c'est quand on ne peut pas faire forcément ce qu'on veut. Des fois, trop d'autonomie, c'est pas forcément non plus très intéressant parce que c'est là où, justement, des situations où on n'aura pas mis la limite et globalement, ce sera compliqué parce que si on n'a pas de limite, on fait n'importe quoi. Les rapports sociaux dégradés, les relations conflictuelles avec les collègues de travail. Et on est toujours dans les facteurs de risque. Les conflits de valeurs, ne pas être fier de son travail, ne pas pouvoir faire un travail de qualité. On l'a dit tout à l'heure, être en souffrance et avoir des problèmes de santé mentale, ce n'est pas forcément être en capacité de faire son travail correctement. Et là, on se dit, tiens, on est quelqu'un qui ne va pas bien et qui se rend compte en plus qu'il ne peut pas faire son travail correctement. Et pour lui, c'est encore aussi compliqué, c'est encore plus compliqué.
Et forcément, on a aussi des phénomènes de compensation. Qui va faire le travail? C'est le collègue d'à côté. Et à un moment, ça va créer aussi des problèmes dans le collectif. Donc, l'intérêt aussi de bien imaginer que quelqu'un qui est en souffrance ne sera pas forcément quelqu'un qui n'a pas envie de faire son travail correctement, mais qui ne sera plus forcément en capacité de pouvoir le faire. Et sixième facteur de risque, l'insécurité dans l'emploi. Donc se dire que potentiellement, si on continue comme ça, on aura peut-être aussi un petit peu peur, peut-être demain, de perdre son activité, ou en tout cas se dire que globalement on est pointé du doigt. Là on parle des facteurs de risque et on n'est pas en train de parler de santé mentale. Et vous êtes d'accord que si vous commencez à cumuler tous ces facteurs de risque un à un, forcément, psychologiquement, le stress va arriver. Donc on parle des 3 facteurs des risques psychosociaux, les facteurs de risque, ça c'est ceux que je viens de vous présenter. C'est le froid qui va donner la grippe. Donc ces facteurs de risque vont donner des risques psychosociaux, le stress, des violences, alors en externe ou en interne. Quand on parle pour moi de harcèlement moral, harcèlement sexuel, moi je ne mettrai jamais un nom de harcèlement, mais toujours de violence, parce qu'on est face à des situations de violence de toute manière, que ce soit des propos sexistes ou des situations dans lesquelles on va commencer à un peu dysfonctionner. Les conduites addictives, et forcément, au travers des risques psychosociaux, les atteintes à la santé. Si vous voulez, je vous partagerai le PowerPoint, il n'y a pas de souci. Dans les atteintes à la santé, dépression, anxiété, vous avez vu le lien donc, entre les risques psychosociaux et ce qu'évoquait tout à l'heure Vianney, burn-out, burn-out. Je ne sais pas si ça vous parle, les 3 burn-out, oui. Non. Alors, burn-out, c'est... Allez, on va dire, c'était l'ancien terme de mise au placard, c'est le manque de travail. En fait, le stress, c'est quoi? À quel moment on est stressé? C'est quand on a un déséquilibre entre la perception de ce qu'on peut faire, de ses contraintes et de ses ressources. Donc, par exemple, le burn-out, c'est quand on a la sensation qu'on n'arrivera plus à faire son travail correctement. Ça va générer du stress. Grosso modo, on est débordé, on a plein d'interruptions, et on arrive déjà le matin en se disant, toute la nuit, on a déjà pensé à ce qu'on va faire la veille, ce qu'on va faire le lendemain. Le burn-out, le burn-out, c'est l'inverse. C'est quelque part, on n'aura pas assez de travail. Ou globalement, tout ce qu'on va faire en termes de travail, ça ne correspond pas à ses capacités. Et forcément, à un moment, on va se faire suer au boulot. Burn-out, moi j'ai été très confronté il y a 1 an et demi de ça, sur une expertise notamment chez Bayer, où les gens avaient la sensation que leur travail ne servait à rien. Ou des fois, on va faire quoi? On va faire un inventaire du magasin, puis 1 mois et demi on va refaire l'inventaire du magasin, et puis le mois d'après on va refaire l'inventaire du magasin, et on va rester jusqu'à 22h, on va laisser les enfants de côté, ou c'est l'assistante à qui on demande « Demain il y a une super réunion, c'est super important, il faudrait que tu me fasses un PowerPoint ». On arrive en réunion, et puis globalement, tu ne vas pas présenter le PowerPoint parce qu'on n'a pas le temps. Et là globalement, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Donc la perte de sens du travail, c'est le burn-out. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Vous avez peut-être déjà entendu parler des bullshit jobs. Les bullshit jobs, c'est le burn-out. Alors forcément, derrière, on a toujours une association entre le stress et les maladies cardiovasculaires, parce que le stress, ça va générer en fonction des typologies de personnes des maladies cardiovasculaires, les maladies somatiques et les suicides. Donc il faut savoir que dans le burn-out, par exemple, il y a 3 étapes. La première, c'est la déprime, la dépression. Si on continue d'aller travailler, souvent, il y a un effondrement, nous, l'épuisement professionnel, on tombe, on fait un malaise, c'est compliqué de retourner au travail. C'est ce qu'on appelle souvent un choc post-traumatique. Et si on doit continuer à aller travailler, la 3e étape, c'est souvent suicide ou tentative de suicide. On va vous faire quelques préconisations par rapport à cette conférence, forcément sur les risques psychosociaux et sur les premiers secours en santé mentale. Et après, on aura l'occasion d'en discuter. Pour nous, ce qui est important, c'est que dans l'entreprise, il est important, c'est de former les acteurs de prévention. Alors, je ne sais pas si... J'ai un peu soif. Je parle beaucoup, donc... Non, ça va aller. Je vais finir, merci. Former les acteurs de prévention, c'est qui dans l'entreprise? Les représentants du personnel. Ils sont acteurs de prévention et la loi, quelque part, au travers des formations en santé-travail, les rend acteurs de prévention. Les managers, c'est fondamental parce que ça va être eux les premières personnes qui, peut-être, on va les se confier. C'est vrai aussi pour les acteurs, les élus du personnel. Les secouristes du travail, parce qu'il y a un lien entre nous, entre les secouristes du travail et les premiers secouristes, les secouristes en santé mentale, parce que cette formation a la vocation de former des secouristes en santé mentale. Dans la même optique, l'idée, c'est pas de soigner, c'est de quelque part faire le lien entre les personnes
Et les salariés, les agents, pourquoi pas, parce que les salariés sont aussi des acteurs de prévention et ils peuplent l'entreprise. Donc là, cette formation, elle est vraiment en vocation à former tout le monde. Et elle est sociétale aussi, parce que comme les SST, l'entreprise va former des secouristes et ils auront vocation à pouvoir agir à l'extérieur de l'entreprise, et ben c'est la même chose au niveau des secouristes en santé mentale. L'idée, c'est de pouvoir être armé pour pouvoir être confronté à des situations qu'on voit au quotidien. Et ce qui est intéressant, et ce que j'invite vraiment les élus du CSE à faire et les directions, c'est de créer un groupe pluridisciplinaire de prévention de la santé mentale et des risques psychosociaux. Se dire, tiens, comment on fait? On est confronté à une situation compliquée. Et ben c'est plus facile quand le dialogue social il est sain dans l'entreprise et qu'on a commencé à anticiper. On parle de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Ben ça, c'est de la prévention qui peut être aussi bien primaire, secondaire ou tertiaire. Et là, on se dit, il y a une situation compliquée, comment on le traite? Vers qui on agit, comment on fait. Un peu dans la même idée que les référents harcèlement sexuel et agissement sexiste dans l'entreprise, ben, créer des secouristes en santé mentale, ça a du sens et c'est de la prévention. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir au sein des entreprises et se dire comment on peut se poser au travers de ces difficultés et de cet enjeu d'entreprise, parce que vous l'avez vu, hein, il y a un vrai enjeu d'entreprise au travers de la santé mentale et justement de la prévention. Je vais laisser la parole aux petits jeunes, je vais aller boire un petit coup. Alors, donc justement, il me parlait du lien entre les secouristes du travail. Donc, dans cette catégorie, on va dire, je vais mettre peu importe le type de secourisme, et du coup, les secouristes en santé mentale. Est-ce qu'ici, j'ai des personnes qui sont formées ou qui ont déjà fait des formations au secourisme? Oui. Oui, j'en ai quelques-uns quand même, ouais. Ah oui, bon, j'ai du monde. Est-ce que vous vous souvenez du plan d'action du secouriste? Ouais, je vois des gens qui miment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qu'on appelait le PASS, du coup, protéger, alerter et secourir. Bon, qui a un petit peu évolué depuis, qui est devenu le préface. Donc, protéger, examiner, faire alerter et secourir. Bon, je ne suis pas là pour vous faire une formation de secouriste physique. Et donc, l'idée du PSSM, en fait, c'est du coup, des premiers secours en santé mentale, c'est de bénéficier aussi d'un plan d'action, qui serait en gros sur une chronologie, comme pour le secourisme physique. Donc bénéficier d'un plan d'action, ça c'est pour les SST, et de comprendre l'objectif et la finalité des gestes afin d'éviter l'aggravation de la victime. Le PSSM, c'est à peu près la même chose, donc on bénéficie toujours d'un plan d'action. Et l'idée, en fait, à travers ça, ça va être d'acquérir les connaissances pour accompagner la personne qui serait en situation de trouble. Donc pour vous schématiser la chose, sur du secourisme physique, il y a une personne qui va avoir un accident, peu importe lequel. L'objectif, ça va être d'éviter l'aggravation. Donc nous, notre travail de secouriste, ça va être de faire en sorte de maintenir la victime dans l'état où elle est, en attendant que les professionnels puissent prendre le relais. C'est notre mission en tant que secouriste. Pour les premiers secours en santé mentale, c'est exactement la même chose. Donc l'idée, c'est, on va déceler quelqu'un qui serait en situation de souffrance. Ça va être de faire les premiers gestes de secours, entre guillemets, pour éviter l'aggravation, en attendant que la personne ait la volonté d'aller voir un professionnel. Et ça, c'est notre boulot, à savoir l'orienter correctement en tant que secouriste. Donc c'est là l'intérêt de la formation. Donc c'est pas de faire de nous des psychologues, c'est d'être en capacité de pouvoir maintenir la personne dans la situation où elle est et la motiver à aller voir un professionnel de santé ou à se prendre en main avec d'autres types de ressources. Voilà pour la conférence. On a fait le tour des sujets qu'on voulait évoquer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Est-ce que quelqu'un aurait des questions par rapport à ce que vous avez vu ou entendu? C'était clair pour vous? Super. Est-ce que vous avez tous eu le temps de répondre au quiz? Non? Vous avez le QR code sur votre petit flyers. On vous laisse remplir le quiz, puis on va corriger ça juste après.
Alors, pour les gens qui n'ont pas de réseau, on peut prêter un téléphone, voire le louer, c'est possible. Est-ce que vous, dans la salle, vous avez déjà été confronté à des situations justement par rapport à des salariés, voire même des personnes en souffrance, et pour lesquelles ces situations-là, vous avez été un peu désarmés? Ou pas? Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Non, non, viens, je vais te donner le micro, attends, bouge pas. Oui, donc moi, enfin, en tant que chef d'entreprise, j'ai été confronté avec alors, on n'est pas beaucoup, hein, on est six personnes dans l'entreprise, et j'ai été confronté avec un de mes salariés à ce genre de problème. Euh, le, le- il s'est confié à moi parce que je pense qu'il avait personne d'autre à qui se confier dans sa situation familiale et tout ça. Et ben, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu désarmé. On fait au mieux, mais bon, bah, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai peut-être pas été au top à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, ça s'est solutionné depuis. Et puis, bon, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas fait trop d'erreurs. Et lui a réussi à surmonter le problème. Et maintenant, tout va bien, quoi. Mais c'est vrai que il faut être formé parce que ça peut avoir des conséquences. Si le comportement est pas bon, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, ouais. Alors, moi, j'ai été souvent confronté moi, à des problématiques liées à des problématiques de santé mentale en entreprise. J'ai eu un parcours un peu sombre, j'étais élu du personnel il y a une époque dans une grande entreprise. Et forcément, on souvent le goulot d'étranglement des gens qui n'allaient pas forcément bien. Et des fois, c'est sûr que quand on est face à des situations compliquées, il y a un peu le cœur et le cerveau qui se mélangent. Des fois, nos émotions sont là aussi et on n'est pas forcément toujours confronté à pouvoir faire de l'écoute ou d'être efficace quand on se prend à une situation de personne qui vient nous voir en pleurs ou même vraiment en grosse difficulté ou en crise psychotique. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui a fait une crise de démence. On était à 5 à le tenir. Et forcément, on n'est pas très à l'aise avec ce genre de situation. Et on est désarmé. C'est aussi la vocation de cette formation, c'est d'amener des petits outils et pas faire de vous des psychologues, ça c'est important, d'amener les petits outils qui vont vous permettre justement de vous protéger aussi. Encore une fois, je vais faire le parallèle avec les membres du CXE, les acteurs de prévention. Il y en a quelques-uns autour de la salle. Il y a trois membres du CSE, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y a des présidents de CSE aussi dans la salle? Il y en a un qui va bientôt être président de CSE là-bas. Donc globalement, c'est des situations où il faut être en capacité de prendre suffisamment de recul pour ne pas s'impacter aussi. Parce que c'est compliqué. Et se dire que le soir, quand on rentre, on peut rentrer en bon état de santé et qu'on a amené forcément les solutions qui allaient bien et pas forcément nous se dire globalement, on se prend un fardeau sur les épaules et un fardeau qui est compliqué parce que, encore une fois, quand on est secouriste en traditionnel, l'objectif, c'est pas de soigner une jambe qui est blessée, c'est de faire le lien entre les secours et la personne qui s'est blessée. Et les premiers secours en santé mentale, c'est aussi ça, c'est faire le lien entre la personne qui va pas forcément bien, déjà aller l'écouter et prendre du temps de faire attention à elle. On a déjà gagné et ça, c'est pas forcément évident. C'est compliqué quand on est face à quelqu'un qui a une addiction et d'aller lui dire écoute, tu as un problème. Et ce que tu fais, ce que tu es là, peut-être aujourd'hui, tu vas peut-être le prendre dans la figure, mais tu as un problème d'alcool. Et savoir le dire, c'est compliqué. Et il faut quelque part avoir ces outils, et il faut le faire avec bienveillance. Mais bienveillance tout en se protégeant et en ayant pour objectif c'est aider les personnes. Je pense que tout le monde a terminé le quiz. Non? Oui. Alors moi je vais témoigner là pour le coup, mais en tant que personne qui souffrait de troubles psychiques et pas de secouriste. Voilà pour la petite histoire, moi j'ai fait une thérapie pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans. Si j'avais pas eu de personnes qui étaient disponibles pour m'aiguiller sur ce que je pouvais faire à cette époque-là, parce que j'étais pas au courant, que je m'y intéressais pas, et je me rendais pas forcément compte non plus que j'étais dans une période de souffrance, j'aurais peut-être jamais consulté de professionnel. Donc j'ai fait 4 ans de thérapie chez le psy, etc. Ce qui a été vraiment une chance pour le coup pour moi.
Donc le secouriste en question, c'était ce monsieur. Bon, son plan d'action à l'époque, c'était simplement de me dire que si j'allais chez le psy, il se déciderait à changer de chemise. Bon, c'est pas arrivé pour le coup. Mais et si j'avais pas eu cette démarche-là d'une personne qui m'aiguillait, qui me disait que voilà, il y a des solutions pour te faire aider parce que tu vas pas bien. Je constate qu'il y a des choses qui vont pas bien, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer sur une démarche de secouriste. Je serais sans doute encore à l'heure actuelle dans cette phase de souffrance parce que j'aurais jamais en fait eu l'intention de prendre les devants pour améliorer cette situation. Donc d'où l'importance de se former à ça et d'apprendre à aider les personnes qui sont autour de nous. Parce qu'on est en capacité d'être des communicants, mais c'est pas facile quand on est confronté à quelqu'un qui va pas bien de pouvoir communiquer, dire les choses et peut-être des fois dire des mots qui sont compliqués. Voilà. Alors, il y a les paroles, il y a les mains qui se lèvent. Surtout, je trouve que les gens autour de nous ne sont pas assez justement au courant de tout ce qui se passe et de la gravité de la chose, si je peux dire ça comme ça, parce que en connaissance de cause, du coup, comme on est dans les confidences, je suis moi-même atteinte d'un trouble anxieux qui a été diagnostiqué chez un psy, donc je suis sous traitement et tutti quanti. Et les personnes autour de moi, tout au début, quand j'en parlais, que je parlais de crise d'angoisse et de tout ça, me disaient il faut souffler un coup et ça ira mieux. Non, si on ne fait pas appel à des personnes un peu plus voilà, calées sur le sujet, je pense qu'on va droit dans le mur. Et c'est vraiment une superbe conférence et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y en ait pas... qu'il n'y ait pas plus de personnes au courant de ces soucis mentaux chez toute personne. Voilà. Merci. Après, il y a des personnes qui, du fait de leurs troubles, n'en ont pas conscience. Et qu'on a beau aller les voir, les alerter, vouloir les aider, et qui ne souhaitent pas du tout. Donc dans ces cas-là, comment agir, comment réagir, à part le forcer C'est une bonne question. Alors en fait, j'ai donné un peu la réponse tout à l'heure parce qu'encore une fois, face aux troubles mentaux ou face à la difficulté, il ne faut pas être seul. Moi, j'aime bien prendre en référence les formations que je fais aux acteurs de prévention, les membres du CSE, mais même encore aux dirigeants d'entreprise. Les acteurs de prévention, c'est comme... alors les inséparables, moi j'ai toujours les témoins de Jéhovah, ils fonctionnent au moins par deux, parce qu'à deux on est plus malin et globalement on sait forcément peut-être aussi s'arbitrer, en discuter. Et d'où l'intérêt de ces groupes de prévention, avec peut-être le médecin du travail, une infirmière, un DRH, un élu du CSE, parce qu'en étant en pluridiscipline, c'est plus intéressant. Moi, quand j'interviens sur des expertises, on a des fois un ingénieur, on a des fois un psychologue du travail, on a des fois un ergonome, on a des fois un ancien syndicaliste. Et nos parcours de vie vont permettre aussi de pouvoir faire parler des gens ou quelque part de les sortir du déni ou pas. Puis après, à l'impossible nul n'est tenu. Voilà, c'est des fois, on est dans l'humain et encore une fois, nous, on a une équipe où l'humain est au centre de nos préoccupations et quelque part, l'humain, c'est quelque chose de compliqué. Des fois, il faudra plusieurs fois pour y arriver. Comme quand quelqu'un est confronté à des addictions, des fois, il faut plusieurs années. Et il y en a qui vont s'en sortir, il y en a qui resteront dedans, et il y en a qui peut-être auront une situation plus compliquée à la fin. Mais on fait ce qu'on peut. Donc déjà, dans une démarche d'écoute active et de bienveillance, voilà. Après, c'est pas le métier du secouriste d'aider, c'est de se dire comment on fait au travers d'une situation qui peut être des fois compliquée, et qui des fois aussi, il y a une situation où potentiellement l'entreprise peut plus grand-chose. Parce que c'est pas l'entreprise qui peut quelque chose, c'est des fois la famille qui est pas forcément, qui est dans le déni, qui est dans une situation aussi face à des troubles anxieux ou des addictions, qui sait pas quoi faire. Donc encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, c'est simplement de dire voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut et à la fin, voilà, vaille que vaille. Je sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, c'est super important, en tout cas dans les entreprises, de pouvoir anticiper
Attendez pas qu'il y ait une situation compliquée pour dire bah, tiens, comment on fait. Non, on dit voilà, il y a des situations compliquées, vous avez vu une personne sur deux est en souffrance, alors plus ou moins difficile, mais en tout cas, faire tomber les tabous et mettre en place des moyens de prévention et dans la discussion et dans la bienveillance. Alors, je vais rebondir sur votre question, du coup, Madame Delru. Je vais dézoomer un petit peu du monde de l'entreprise, parce que c'est bien d'avoir ces groupes de prévention, etc. Mais à la maison, on les a pas, ces groupes de prévention. Et c'était une très bonne question, justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de figure où on va essayer d'aider une personne qui serait en souffrance, et elle va pas vouloir le faire. C'est justement en fait tout l'intérêt, c'est pour ça que le PSSM avait travaillé là-dessus, c'est de mettre en place un plan d'action qui pour le coup à 99% fonctionnera. Je ne vous donne pas volontairement le plan d'action parce que vous le donnez sur 1 heure de temps, ça va fausser le message. Vous allez le synthétiser et du coup vous allez faire pire que mieux si jamais vous êtes dans la nécessité de devoir l'appliquer. Donc il faut vraiment le voir en formation pour le comprendre et pouvoir l'appliquer derrière. Mais avec l'idée de ce plan d'action, c'est justement de pouvoir amorcer ce dialogue avec cette personne qui ne voudrait pas le faire et de pouvoir la renseigner sur d'autres moyens de pouvoir aller jusqu'au rétablissement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Alors pour le quiz, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Non, la seule remarque, ça m'étonne qu'on puisse avoir bon à ce quiz. Ah bah, je le comprends pas. Ouais, d'accord. Moi, j'ai pas eu bon à toutes les questions non plus. Alors, c'est un quiz qui était donné par P2SM. Globalement, effectivement, les questions sont des fois un peu compliquées, mais je vais laisser les spécialistes répondre. Il n'y a pas de vérité générale dans le quiz? Oui. Je suis... Je vais du coup répondre à ça. Alors c'est une très très bonne remarque justement. Et en fait l'idée pourquoi j'ai intégré ce quiz à la conférence, c'est histoire que vous puissiez comprendre qu'on a tous personnellement avec notre éducation, notre parcours de vie, etc. des a priori qui sont des fois très flous sur une situation, etc. Et donc l'idée en fait c'est justement de mettre en lumière que grâce à cette formation on peut des fois acquérir des choses qui sont contre nature. Je vous donne un exemple très précis qui s'est passé il y a 5 minutes sur la gestion d'une personne qui aurait des troubles alcooliques. C'est pas du tout. Donc il est parti avec son système à lui, son éducation, etc. Ce serait pas du tout ma manière d'approcher une personne qui aurait un petit penchant pour la bouteille, comme on dit, quoi. Donc c'est simplement l'intérêt de ce quiz, c'est juste ça. Et puis, il fallait bien avoir un score à la fin pour savoir qui est-ce qui allait gagner le cadeau. Tu nous emmerdes pas. Toutes les questions sont bonnes. Alors, est-ce que t'as bien les retours sur le Google? Alors, donc la première question, il est important de forcer une personne touchée par la dépression à consulter un professionnel même quand elle ne le veut pas. De le forcer? Après, peut-être que vous avez la bonne réponse. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Et ça, c'est PSSM qui le dit, c'est pas moi. Toutes les réponses, les questions de ça, c'est PSSM, c'est pas un avis personnel. Ah oui, non, toutes ces questions-là, c'est des questions de PSSM France. Enfin, c'est le questionnaire de PSSM France avec leurs réponses. Donc c'est étudié, quoi. C'est pas. Donc effectivement, on n'est pas d'accord là-dessus. Donc l'exercice physique peut être un moyen efficace pour lutter contre la dépression. Ouais. Ouais, ça peut. Il y a une possibilité. Alors après, ouais, voilà, c'est ça, c'est que là, on est sur de la santé mentale, on n'est pas sur 1 + 1 font 2, ça reste du cas par cas. C'est ça, je comprends tout à fait votre opinion là-dessus. Alors, pour se rétablir d'un trouble anxieux, il est nécessaire de se confronter aux situations anxiogènes. Pas d'accord? Pourtant, c'est vrai. Oui, oui, non mais, alors pour le coup, il y a 15 questions qui vont à chaque fois dépendre des cas. Donc, c'est la problématique de la santé mentale, c'est que ça reste du cas par cas. Oui. Alors bon, du coup, je vais vous donner là, je vous spoil un petit peu le programme du PSSM. Il y a ce qu'on appelle les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, où on voit justement, c'est des thérapies d'exposition, où par exemple, le vertige, la peur des araignées, etc., où on va rentrer la personne dans un état de relaxation particulier, on va lui mettre une araignée dans la main, et au fur et à mesure du temps, la peur de l'araignée, les appréhensions des araignées vont finir par disparaître. Donc il y a justement, donc du coup, oui, certains cas où l'exposition à l'angoisse va permettre de se rétablir de situations anxiogènes. Viens peut-être à côté de moi. Alors, 4e question. Donc, les traitements antidépresseurs sont efficaces pour la plupart des troubles de l'anxiété. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui forcément implique d'aller voir un professionnel. On sera obligé d'aller voir du coup un psychiatre qui pourra nous permettre de pouvoir avoir accès justement à ces fameux antidépresseurs. Donc, quand vous assistez une personne touchée par un trouble psychotique, il est préférable de ne pas laisser choisir la manière dont vous pourriez l'aider, car cela pourrait la rendre encore plus confuse. Non, pas vraiment. C'est vrai que la question est, je suis assez d'accord, un peu floue. L'idée, c'est que, est-ce que vous imposeriez votre point de vue à une personne qui serait en situation de trouble? Non? On n'est pas d'accord. Oui, c'est vrai. Il y a des cas de figure où c'est nécessaire de le faire, où on n'a pas le choix. Pour la dépression aussi, par exemple, c'est dans tous les troubles psychiques qu'on va aborder, il y a toujours des situations où on sera contraint d'obliger une personne à se soigner. Simplement dans le cas où elle serait en capacité de porter atteinte à sa vie. Et là, pour le coup, c'est votre rôle de secouriste de devoir obliger la personne. Et ça, c'est pour ça que j'essaye d'éviter de donner trop d'éléments, parce que c'est très réducteur. Tout ce que je vous dis là, c'est normalement sur 2 jours de formation, où petit à petit, brique après brique, on comprend le bien fondé du message. Là, en vous le donnant comme ça paraît un peu barbare. Ouais. Les traitements antidépresseurs ? Alors, justement, je préfère éviter de répondre à cette question, parce que c'est pas notre rôle à nous en tant que secouristes. On n'est pas professionnel de santé. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte d'ici en se disant tiens, si j'ai un trouble anxieux, il faut que je prenne des anxiolytiques. C'est pas notre boulot.
L'idée, ça va être si justement vous avez ces questions-là, de les poser à une personne qui est qualifiée pour le faire. Et- Ah oui, sur l'étymologie du mot. D'accord. Oui. Alors, une personne touchée par un trouble psychotique est moins susceptible de rechuter si elle a de bonnes relations avec sa famille. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. On est d'accord avec ça? On a de bonnes relations? Alors cela peut aider une personne touchée par un problème avec l'alcool ou la drogue de lui faire savoir que vous désapprouvez fortement sa consommation de substances. Alors, est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, je vais résumer avec ce terme très réducteur que je déteste, mais alcoolique, j'ai un problème avec ta consommation? Ouais. Pas d'accord du tout avec ça. Mais ça, il faut faire la formation pour le comprendre. Ouais. Alors, les personnes touchées par un trouble psychique sont beaucoup plus susceptibles de fumer. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une bonne idée de demander à quelqu'un si elle a l'intention de se suicider, car cela risque de lui donner l'idée. C'est pas une bonne idée? C'est ça que vous diriez? Pas d'accord? Ok. Est-ce que quelqu'un sera en capacité de me dire là maintenant, Vianney, est-ce que tu as l'intention de te suicider? Oui, alors est-ce que vous pouvez me le dire? Oui. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais carrément, carrément. Comme. Alors non, en fait, c'est tout l'intérêt de cette question, c'est savoir comment vous le diriez. Est-ce que vous allez dire, est-ce que, est-ce que tu as des, ouais, voilà, est-ce que tu as des idées noires, est-ce que tu as envie de faire une bêtise, etc. Et justement, c'est là l'importance est sur les mots justement pour la personne qui serait en situation de souffrance. Le fait d'entendre est-ce que j'ai des idées noires, est-ce que tu vas faire une bêtise, etc. Ça permet pas de verbaliser ce qu'elle ressent. Le fait de dire ben oui, j'ai déjà eu des réflexions sur le fait que je puisse me suicider, ouais. C'est important de mettre les mots justes. Ouais, c'est faux. C'est faux parce que je l'ai déjà dit. C'est pas vrai. C'est pas une- c'est- Après, ça reste toujours du cas par cas. Chaque philosophie enfin, chaque personne, chaque approche d'une personne par rapport au monde qui l'entoure, la capacité à dire les choses est différente. Mais c'est pour ça que c'est important d'utiliser le mot de suicide. Est-ce que tu comptes te suicider, pas passer par des idées noires, parce que ça ouvre une porte de sortie. C'est tout à fait le contraire en fait. Les gens ils seront capables d'évoquer ce genre de choses et l'idée peut être aussi des fois aussi un peu en tête. Donc moi aussi au départ dans ma frêle carrière, je pensais ce genre de choses et j'ai été confronté à une situation où globalement non la personne l'a dit et l'a fait. Donc toujours être très très prudent. Il y a pas encore une fois il n'y a pas de règle absolue. Alors, si une personne se scarifie pour faire face à sa détresse émotionnelle, il vaut mieux ne pas montrer de réaction négative. Ouais. Sujet à étoffer en formation, qui cause souvent débat. Alors, après une expérience traumatique, il vaut mieux faire parler la personne le plus tôt possible. Pas d'accord avec ça? Ouais,
C'est la notion de taux, ça reste quelque chose de vague. 24 heures, c'est vrai pour les cellules de crise, en cas d'attentat, en cas de gros accidents dans une entreprise, etc. Dans l'idée du PSSM, on n'est pas du tout sur le monde de l'entreprise. Donc on n'est pas du tout sur le... C'est une formation citoyenne à la base, on ne pensait pas à ce qui pouvait arriver en entreprise à ce moment-là. Donc l'idée de plus tôt possible, c'est justement sur un accident qui pourrait vous arriver en dehors du travail. Ouais. Vous avez eu raison de changer de travail. Ça reste du cas par cas. Ouais, j'ai ramené la purée mousseline, on va faire. Alors, il vaut mieux ne pas raisonner une personne qui a des idées délirantes. Oui. Donc, question que je n'aime pas et que j'aime pas l'idée de. Qu'est-ce qu'une question délirante? Donc là, pour le coup, peu importe ce que vous ayez répondu, je vous avoue que peu importe, parce que j'aime pas cette question. C'est vrai? C'est moi? Donc, moi, j'aime pas le terme de délirante parce que c'est qu'est-ce qu'on met derrière ça, qui on est pour juger que la pensée de quelqu'un est délirante. Mais dans l'idée, oui, c'est sûr que là, on serait du coup sur du trouble psychotique, sur des troubles, du délire, en gros, je vais reprendre leur terme. L'idée, ça ne va pas être de la raisonner parce qu'on n'est pas on n'est pas dans le même monde entre guillemets. Donc là, on voit que le quiz a eu son intérêt. Alors, vous voyez, ça a déjà ouvert avec 12 questions, ça a déjà ouvert des espaces de dialogue entre une quinzaine de personnes qui ne se connaissent pas. C'est l'intérêt du PSSM, c'est d'ouvrir le dialogue par rapport à ces questions de santé mentale et d'après trouver les réponses ensemble à ça. Après, c'est sûr que vous n'avez pas tous les éléments de réponse, comme un businessman. Alors, si une personne est en état d'ivresse, ni du café, ni une douche, ni une balade ne l'aideront à dessouler plus rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ouais. On est tous. Il y a un témoignage? Ouais, en fait, globalement, il n'y a que le temps qui fait que le taux d'alcoolémie descend. Voilà. Pardon? Ouais, après ça dépend ce qu'on met dans le verre, mais ouais. Non, si une personne tombe inconsciente après avoir pris de la drogue, il est préférable de l'allonger sur le côté plutôt que sur le dos. C'est bien. Vous avez des bons restes de vos formations de secouristes. Alors, si une personne... Alors, je vais juste m'arrêter sur la question 14 du coup, parce que la réponse m'intéresse. Pourquoi on met quelqu'un en PLS? Ouais. Pour pas qu'il avale sa langue? Ouais. En fait, l'idée, c'est juste pour, je vous donne le terme technique, c'est pour favoriser l'écoulement des liquides. À l'heure actuelle, on utilise souvent des mots qui ne sont pas forcément les bons. La PLS, on la voit à tous les coins de rue pour n'importe quoi. Donc la PLS, déjà, on va l'appliquer sur une personne qui sera forcément inconsciente. Si la personne vous parle, ça n'a aucun intérêt de la mettre en PLS, parce qu'elle va se remettre toute seule sur le dos. Donc l'intérêt, et le seul intérêt de la PLS, c'est de favoriser l'écoulement des liquides. Donc comme vous le disiez, globalement, elle va vomir. Et ouais. C'est à peu près ça. Le fait de ne pas avaler sa langue, à savoir que physiologiquement, c'est pas possible d'avaler sa langue. Donc c'est simplement pour favoriser l'écoulement des liquides. C'est pour ça que ça a été. On a fait la PLS comme elle est. Vous avez bien répondu à la question.
Alors, si une personne touchée par un trouble psychique devient agressive, elle se calmera si vous lui parlez fermement. Et on est tous d'accord pour dire que c'est pas d'accord. Et puis c'est tout bon. Merci à tous en tout cas pour votre écoute studieuse. Et merci d'être venus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. C'est lui qui va répondre, c'est pas moi. Par rapport au cours de cuisine, je vais donner les 3 personnes qui étaient ex aequo en deuxième position. Il y avait Nathalie Valzac, Henri Alt et Patrice Lantin. Ouais, mais c'est ça. Comme quoi, des fois, le hasard fait des fois bien les choses. Et alors, je promets que la personne qui est en première position, et on n'a pas triché, on a un fichier Excel, c'est quelqu'un qui fait partie de la CCI. Voilà. Attention, ça se restreint. C'est Dorothée. Ah bah oui, 13. Ouais, non. Non, 13 sur 19, effectivement, c'est Dorothée qui a gagné ces 2 cours de cuisine et qui pourra profiter donc d'un cours de cuisine pour 2 personnes à l'atelier des saveurs à Neulémine. Voilà. Il n'est pas formateur. Il n'est pas formateur. Je propose de faire un petit tour de chaise, alors pas de table parce qu'il n'y en a pas, sur comment vous avez perçu peut-être cette formation. Non. Moi j'ai assez parlé. Allez, arrête. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est que ça permet, je pense que moi, ça m'a ouvert un peu les yeux sur le fait que j'ai plein de choses à apprendre et qu'effectivement, alors au départ, petite entreprise, donc à me dire, j'ai pas beaucoup de chance d'être confrontée, alors qu'en fait, entre le moment où je me suis inscrite et maintenant, dans l'entreprise, j'ai un cas où il faut que je fasse face. Mais par contre, là où j'ai pas eu les réponses et où je sais pas où me situer, c'est que en tant que chef d'entreprise, une petite entreprise, le fait de devoir discuter avec la personne, de devoir accepter. Moi, j'ai toujours ma casquette de chef d'entreprise où je ne peux pas prendre tous les malheurs du monde et je suis là pour gérer une entreprise. Je ne suis pas là pour m'occuper des petits mots, des petits ou des grands mots de la personne que j'ai en face. Sauf qu'en fait, c'est une personne qui est sous ma responsabilité dans l'entreprise. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est allô la médecine du travail, entretien et hop, en arrêt. Mais c'est compliqué. En fait, j'aime pas ces situations-là parce que je suis entre deux chaises et que j'ai une entreprise à faire tourner et que c'est vital pour les autres employés et que d'un autre côté, je me rends bien compte que j'ai un employé qui ne va pas bien, mais que je peux pas être tout le temps lui répondre au téléphone, tout le temps répondre à ses textos, tout le temps être là. Enfin, il arrive un moment où Le vivre ensemble, il est fondamental. Donc le cadre, il est nécessaire. Et quand des fois, on peut pas vivre ensemble, c'est là il faut se poser des questions. Mais encore une fois, il y a aussi ce rôle sociétal de l'entreprise, ce rôle de bienveillance. Et effectivement, vous avez des choses à faire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, dans l'entreprise, il y a les acteurs de prévention qui sont là aussi pour. Vous en faites partie, il y a les médecins du travail, il y a peut-être des infirmiers, il y a peut-être des psychologues, vous êtes dans des services d'entreprise où il y a des pluridisciplines, c'est-à-dire qu'on peut vous emmener peut-être des psychologues ou des gens qui peuvent vous aider à accompagner ça. Et puis à un moment, il y a des questions à se poser, effectivement, c'est pas simple. Oui,
moi je suis psychothérapeute et donc je suis venu ici avec beaucoup d'humilité. Et puis en même temps, je viens de créer mon entreprise. J'accueille des personnes en séjour, en fait, une semaine ou 15 jours, qui vivent l'épuisement, qui vivent d'autres choses de leur vie. Mais en tout cas, j'accueille en séjour. Donc c'est très intéressant, c'est chouette. Ça permet vraiment de sentir qu'on peut aller au-delà et inviter, solliciter des personnes à se former. C'est ça que je comprends. Ma propre famille, mes amis. Donc c'est chouette, les gens qui viennent chez moi aussi. Par le biais d'expertise, et je dis souvent, pour se protéger, il faut considérer que la situation de la personne en souffrance, c'est un dossier à traiter, et là le dossier, c'est le cerveau qui va le traiter, c'est pas le cœur, c'est pas l'empathie. Le dossier, il faut le prendre et essayer de l'emmener au bon endroit. C'est là où on est le plus efficace. C'est pas forcément facile à faire, parce que globalement, on a des humains qui sont face à nous. Et moi, quand je fais des expertises sur le risque psychosocial, souvent cette question, c'est est-ce que vous avez des idées noires? Oui. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on est aussi là pour donner des chemins à tracer pour éviter que ça se passe. Mais l'idée, c'est de faire ce parcours entre la personne qui est en souffrance, l'entreprise ou pas, et amener vers des professionnels de santé qui sont là pour vraiment assister. Je vais revenir sur ce que vous nous disiez, que c'était compliqué d'avoir cette démarche en tant que chef d'entreprise et savoir où mettre le curseur. Il n'y a pas forcément de pression à se mettre par rapport à ça, parce que la finalité de la formation PSSM, vous l'avez respectée. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est on constate qu'une personne est en situation de souffrance, à l'envoyer vers un professionnel de santé. C'est ce que vous avez fait. Donc c'est déjà la base est là. Il n'y a pas forcément de nécessité pour vous à vouloir supporter les mots MAUX de la personne que vous avez en face de vous, qui serait votre salarié. Tant que vous envoyez la personne vers un professionnel de santé, c'est que votre travail est déjà fait. Donc pour le coup, moi je trouve ça plutôt bien, justement. Vous avez fait votre rôle parfaitement. Alors moi je suis second dans l'entreprise de Madame donc qui est la gérante des et donc du coup en ce moment nous sommes confrontés à une situation complexe où c'est une référente d'une en conflit avec une employée, et donc du coup oui, on se retrouve là dans ce que, moi je me retrouve dans votre discours, et ce qui est compliqué, c'est le fait de l'employé, qui n'arrive pas à respecter sa référente, et la référente où on la pousse du coup à aller consulter quelqu'un parce que le dialogue est très compliqué, et en tout cas, mais votre intervention là est super intéressante. Merci. Je pense déjà avoir donné mon avis tout à l'heure sur je trouve que oui, c'est hyper intéressant. Je me considère comme un jeune public parce que j'ai 25 ans, et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont non mais je trouve ça vraiment génial, super intéressant, c'est enrichissant, et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui soient venues aujourd'hui. Alors je pense que vous avez la capacité d'accueillir, et il y a tellement de personnes qui sont dans l'ignorance de tout ça, c'est con. Mais je trouve ça génial en tout cas, et merci. Ce sera fait, vous inquiétez pas. Moi, j'ai dans mon parcours pu rencontrer des situations de RPS, ça c'est clair, et on n'est pas forcément armé pour pouvoir répondre à ce type de situation. Donc je pense que d'avoir la possibilité de faire de la prévention et d'avoir des références sur ces sujets-là, c'est hyper important pour l'entreprise. Donc merci pour l'intervention, et puis forcément en espérant que ça puisse aussi se développer. Et quand on voit le nombre l'objectif de l'État par rapport à ce type de prévention à effectuer, on sent qu'il y a du travail, quoi.
Alors moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Vianney, sur orienter la personne vers un professionnel de santé. Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire tout de suite, parce que en fait, discuter avec la personne, ça nous permet de voir déjà d'analyser le problème et voir s'il vient pas du comportement du chef d'entreprise ou d'un comportement d'un salarié envers un autre. Voilà, donc ça nous permet de garder le contact avec notre entreprise et de pouvoir aussi détecter des problèmes en interne. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Désolé Ludo, donc il faut comprendre la démarche globale, c'est pour ça qu'on parlait des risques psychosociaux, des facteurs de risque qui peuvent induire sur des situations de souffrance au travail. Et quand on parle de situation de souffrance au travail, on n'est plus dans les risques psychosociaux, quand on dit les RPS, on est dans les troubles psychosociaux. On a passé une étape. Et quand on est dans les troubles, il faut comprendre ce qui, dans l'organisation du travail, a pu induire à ce que des gens souffrent. Parce que globalement, on n'est pas forcément fait pour, vous et moi, travailler ensemble ou partir en vacances ensemble. Mais c'est le travail qui à un moment, peut déraper et faire en sorte que les gens ne vont pas bien. Donc c'est toujours regarder cette notion du travail qui va avoir un impact sur la santé. Alors, je vais répondre à ta question plus succinctement. En fait, c'est beaucoup plus simple que tout ça. Le fait d'orienter vers un professionnel, c'est la finalité du plan d'action. C'est la dernière des choses. Donc déjà, avant ça, on va apprendre à comment approcher une personne qu'on connaît plus ou moins en fonction de la situation. Apprendre à réconforter, se donner des moyens d'écoute aussi par rapport à ça. Donc des fois, ça peut juste s'arrêter là. Le plan d'action n'a pas forcément nécessité d'être terminé. Ouais. Oui, je pense que tout le monde m'a entendu, mais voilà, donc à l'instant T où je me suis occupé de ce salarié qui était en détresse, il n'avait pas d'autre écoute que moi. Donc si je lui avais dit de but en blanc, écoute, il vaut mieux que tu ailles voir un professionnel de santé, je ne sais pas s'il se serait confié autant qu'à moi à cette époque-là, quoi. Voilà, donc par contre là, j'aurais pas pris la responsabilité de lui dire, écoute, va voir ailleurs, parce que moi, c'est pas mon problème. Ton problème n'est pas mon problème. Voilà. Non, je trouve que la question, c'est ce que dit le monsieur, c'est que comment ça se passe si on n'a pas de vrai rapport entre nous dans une entreprise, que ce soit les salariés ou on peut pas, et que tout d'un coup on arrive et on dit à quelqu'un, oula, tu vas pas bien, va donc. S'il n'y a pas déjà quelque chose de bienveillant et d'empathique entre les gens, j'imagine que c'est pas si productif que ça, tout d'un coup d'aller voir quelqu'un et lui dire, toi tu devrais aller te faire soigner. Non, mais il me semble qu'il faut qu'il y ait quand même un truc. Je comprends très bien ce que vous dites. Bien sûr, mais ça dépend encore du style d'entreprise. Ça dépendra du comment la personne va travailler. Moi, j'ai en tête, par exemple, des gens qui vont conduire les bus la nuit, qui ne vont jamais voir quasiment leur manager. Comment on fait pour détecter ce genre de choses ? Des gens qui vont faire du télétravail ou qui, globalement, seront à Paris et l'entreprise sera peut-être à Lille. Donc voilà, c'est toujours... Encore une fois, l'organisation du travail en tant que telle et le cadre de travail, il a un impact sur les risques psychosociaux et in fine sur la santé au travail. Donc c'est pour ça que c'est compliqué les enjeux de santé au travail dans l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est sain aussi d'en discuter. Alors tout d'abord, merci pour le cours de cuisine. Pour le coup, vraiment, on n'a pas triché. Je voulais vous dire vraiment merci. Moi, ça m'intéresse énormément, cette formation, et j'en parlais avec Isabelle. Je pense qu'on va former l'ensemble des conseillers RH de la CCI, parce qu'on va en entreprise, on rencontre des salariés, et puis je pense que c'est essentiel. Et Virginie rebondissait derrière en disant « mais moi aussi j'en veux », donc je pense qu'on va vraiment proposer au niveau de la CCIR de mettre en place, de proposer à tous les territoires de former là-dessus. On est quand même quasiment 900 salariés répartis.
Non, répartis géographiquement, voilà. Et pour moi, je pense que dans toute entreprise, il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit formée sur le sujet. Et merci de nous avoir présenté cette formation. Eh bien, merci. Et moi aussi, je vous dis merci parce qu'en fait, en accompagnant les entreprises, donc on fait la mise en place des DERP, je vous disais tout à l'heure. Et c'est vrai que le fait de parler aussi des risques psychosociaux, mais comment ils arrivent, et en plus dans les entreprises, comme on a un œil extérieur, on voit si ça va ou ça va pas. Et en fait, quand on voit les collaborateurs, on se rend compte déjà du climat social de l'entreprise et des points d'appui au niveau des entreprises. L'implication du dirigeant, oui, mais c'est vrai que quelquefois, et là je rejoins aussi, il y a une entreprise à faire tourner. Par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent être des points relais pour les collaborateurs en souffrance. Et je pense que là, c'est important, voire même des collègues. Et je pense qu'en effet, dans chaque entreprise, il devrait y avoir une personne formée parce que les addictions, oui, ça peut engendrer des problématiques de comportement, des troubles du comportement. Et quelquefois, on est un peu désarmé ou un collaborateur qui va très bien et d'un seul coup, ça ne se passe plus bien. Quelle est la source ? Et parfois, elle est due au travail, à un changement dans les organisations, un changement de poste, un changement de bureau, le climat aussi. Et je pense qu'en effet, avec la Covid, ça a changé quand même beaucoup de gens. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'effectivement, moi, je suis complètement d'accord sur le fait d'avoir une personne comme nous, chez nous, sur un site qui est formée sur ça. C'est important parce que moi, je vois beaucoup de monde dans mon bureau parce qu'on échange énormément avec les collègues. On a une entente qui se fait naturellement, les gens qui parlent naturellement. Et des fois, c'est vrai que de pouvoir déceler ou de voir, c'est important parce qu'on pourrait avoir la bonne parole et puis pouvoir détecter plus rapidement. Et puis, je pense que la personne qui vient et qui se sent soutenue, comme vous dites, elle n'est pas forcément obligée d'aller voir quelqu'un derrière parce qu'elle aura un appui ici, elle aura une écoute. Et je pense que le fait déjà rien que de l'écouter, ça peut tout changer en fait. Donc c'est hyper important. Vous avez raison, dans les risques psychosociaux, il y a un facteur de risque qui est le soutien social. Le soutien social des collègues et le soutien social des dirigeants. Et ça, c'est fondamental. Si on a du soutien social et que c'est bienveillant, forcément, le facteur de risque il devient positif. Donc voilà. Merci. Alors c'était très intéressant. En tant que nous, on est représentants du CSE pour notre société. C'est vrai qu'on a fait face à des situations un peu compliquées dernièrement et on ne savait pas forcément comment y répondre. Donc c'est vrai que la formation que vous avez présentée, je pense qu'on va en parler à nos dirigeants parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui saura répondre correctement à ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on n'a pas les cartes. Oui, c'est un peu le complément de tout ça. C'est effectivement, on a parfois du mal à repérer les situations aussi. On n'a pas toujours, je dirais même parfois envie de les repérer parce que on touche à l'intime. Donc, est-ce que c'est à nous d'aller au-devant des personnes, d'aller leur demander si ça va? C'est pas forcément évident pour nous. C'est des personnes dans une entreprise de taille moyenne avec qui on n'a pas forcément de relations au quotidien, donc aller les voir et leur parler de choses intimes comme ça, c'est pas toujours évident. Et là, on a eu quelques outils pour quand même repérer ces situations et essayer de pas les mettre sous le tapis, quoi. Voilà. Bah oui, on se dit tous ça va, mais ça va, oui, ça va, ouais, mais est-ce que ça va vraiment? On ne sait pas en fait. Oui, en plus. Ça va, tout le monde va. Ouais. Moi, je vais vous donner une petite référence. Il y a 2 ans et demi ça, j'ai fait le PSE de chez Carrefour et j'ai été confronté à beaucoup de tests de caisse qui exprimaient que les personnes ne leur disaient même plus bonjour, passaient à la caisse sans forcément décrocher leur téléphone et ils étaient des variables d'ajustement du mécanique du tapis.
et on ne voyait plus la personne. Et ça, c'est important de se dire, tiens, globalement, le ça va, bonjour et comment vas-tu, un petit sourire, c'est déjà une première étape dans l'appropriation de la personne qui ne va pas bien, de dire, tiens, t'existes, quoi. Et c'est vécu des fois comme des vraies souffrances. Ben moi, je trouve que cette formation, elle est quand même importante, voire même indispensable dans le monde du travail. Et je pense même au-delà, parce que dans le quotidien, dans notre vie, on en a tous besoin, parce qu'on a tous un moment ou un autre affaire à des gens qui sont en souffrance. Et on peut l'être aussi, ouais. Donc je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose de plutôt bien. Et ça nous permet aussi à chacun justement de faire sa part et d'apporter une aide à ceux qui en ont besoin. Donc merci pour ça. Non, déjà, je voulais vous remercier pour nous avoir fait connaître, parce que je connaissais un petit peu, mais vraiment vaguement. C'est vrai que ça donne envie de faire cette formation pour pouvoir aider les collaborateurs en souffrance, quoi. Voilà, après, je pense que tout a été dit, donc je rejoins tout le monde. Je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit. J'ai pas grand chose à rajouter, à part le fait que oui, on n'en parle pas assez et voilà, qu'il faut en parler. Bon, je clôture. Non, tout a été dit. Après, moi, c'est ma réalité depuis 20 ans. Je suis assistante sociale de formation et j'ai été pendant 12 ans assistante sociale du personnel. Je suis maintenant chargée de mission prévention des risques psychosociaux, donc c'est quelque chose que je connais. Donc j'ai pas forcément, voilà, c'est quelque chose que je connaissais, mais je peux d'autant plus vous dire à quel point c'est important, effectivement. On n'aura jamais la réponse toute faite, puisqu'elle n'existe pas. C'est juste d'être ouvert aux autres, en fait, tout simplement, et d'apprendre à être ouvert aux autres, à apprendre à écouter, à apprendre à repérer, à apprendre aussi à voir les petits signaux faibles, et puis juste d'être à l'écoute. Donc d'apprendre à faire tout ça, c'est super important. Voilà, donc moi je vous encourage à faire cette formation, en sachant que nous on va former des formateurs, donc à l'interne on est une grande collectivité et je pense que c'est l'avenir, donc allez-y. Merci. Merci. Alors déjà, moi, je voudrais aussi remercier Ludo qui est là-bas en arrière-plan et qui nous filme, Société RAM Événements. Est-ce que tu veux, toi, t'exprimer, Ludo, sur ce que tu as pu entendre aujourd'hui ou pas? J'adore faire ça. Donc bonjour à tous. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc je suis un petit peu perturbé. Non, mais c'est toujours intéressant d'entendre vos réactions, parce que en fait, ça fait partie du quotidien et parfois même on rencontre des gens et comme tu disais tout à l'heure, Bruno, c'est la base en fait. Juste parfois le bonjour, le s'il vous plaît. On en parle beaucoup en ce moment et notamment, voilà, c'est la base avec les enfants. On leur apprend, c'est l'éducation. Quand on arrive ici, je suis arrivé hier pour installer, j'ai vu ces dames, moi j'étais en train d'installer, bonjour avec un grand sourire. Je suis désolé, mais ça fait plaisir quand on arrive quelque part. Moi j'ai travaillé il y a quelques années dans les centres sociaux, avec les enfants, avec les familles en difficulté. On disait, le café est important. On arrive, on prend un petit café, on discute avec les gens, on échange. Voilà, je pense que c'est la base. Et parfois, autour d'un café, en discutant, les gens sont à l'aise. Et puis, on peut déceler parfois quelque chose qui ne va pas, un souci. Voilà, on a tous nos soucis. Et parfois, le fait de mettre des mots, des phrases, des choses, et de pouvoir discuter. Tu disais, Fred, tout à l'heure, que parfois, quand tu mets cette barrière je vais en parler, on va peut-être pas se lâcher, on va peut-être pas se livrer de la même manière. Voilà, je pense que parfois la discussion et l'échange et l'empathie, je pense que ça, voilà. Mais on est tous pareils en fait, on a tous les mêmes problèmes quasiment, on rencontre les mêmes difficultés et je pense qu'il faut qu'on discute, il faut qu'on échange par rapport à ça. Alors là, on est en train de faire une captation vidéo, on est en train de filmer un petit peu la formation pour pouvoir communiquer dessus et puis pour permettre aussi aux gens de connaître, sans pouvoir se déplacer, peut-être de se dire tiens, c'est intéressant, va peut-être falloir que
que je m'y intéresse parce que, comme beaucoup de fois, hein, on se dit bah, tiens, si j'étais pas venu, je suis bien content en tout cas d'avoir découvert, d'avoir rencontré des gens. Donc là, nous, on fait de l'événementiel, on fait de l'animation, sonorisation, éclairage vidéo, et aujourd'hui, on est présent ici pour capter cette magnifique chemise de mon ami Bruno qui va passer très très bien à l'écran. Voilà, je te rends la parole. Bah, moi, je vous remercie tous. Je pense qu'on peut conclure cette conférence et puis se dire que quelque part, on est tous là pour être un petit peu le pivot de cette démarche de prévention et puis de cette démarche sociétale et de bienveillance. Donc, allez-y, foncez.